Sors d'ici, je ne t'ai pas invité, a crié mon fils quand j'ai essayé de m'asseoir à la table que j'avais moi-même préparée depuis 5 heures du matin pour son anniversaire. Mais c'était ma maison. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai fait quelque chose qui a choqué tous les invités. Vous connaissez ce moment où le sol disparaît sous vos pieds? Quand les mots entrent dans vos oreilles mais mettent quelques secondes à atteindre votre cerveau, parce qu'ils sont tellement absurdes que votre esprit refuse d'y croire. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce samedi soir, le 23 mars. J'étais là, debout, un tablier encore noué à la taille. Ce tablier à carreaux que j'utilise depuis 15 ans, taché de sauce tomate et de graisse à force de cuisiner. Mes mains tremblaient, tenant l'assiette en porcelaine blanche, le même service que j'avais reçu pour mon mariage et que j'avais gardé avec tant de soin pendant 42 ans. L'odeur du gigot rôti parfumait encore toute la salle. Des ballons dorés flottaient au plafond. 30 personnes me regardaient avec cette expression entre pitié et gêne. Et mon fils, mon unique fils, Antoine, ce garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais veillé pendant les nuits de fièvre, que j'avais vu devenir ingénieur, il était là, rouge de colère, pointant son doigt vers moi, comme si j'étais un intrus, un étranger dans ma propre maison. « Papa, tu ne comprends pas, cette place est déjà réservée. » Sa voix a brisé le silence qui s'était installé dans la salle. Sophie, ma belle-fille, se tenait à côté de lui avec ce sourire discret, presque invisible, mais que je connaissais bien. C'était le sourire de quelqu'un qui gagnait une guerre dont j'ignorais l'existence. J'ai regardé la table de ma salle à manger, cette table en chêne massif que j'avais achetée, payée en 12 fois quand Antoine avait 8 ans. La nappe brodée était la mienne, les assiettes étaient des miennes, les couverts en argent qui appartenaient à ma mère étaient tous là, brillants sous la lumière du lustre. Même le lustre était à moi, et je n'avais pas de place à cette table. J'ai senti ma poitrine se serrer. Ce n'était pas seulement l'humiliation, c'était quelque chose de plus profond, plus douloureux. C'était la sensation que tout ce pourquoi j'avais lutté, chaque matin me levant à 5 heures pour travailler comme ébéniste, chaque centime économisé, chaque rêve que j'avais avalé pour réaliser les siens, s'était transformé en rien, moins que rien, en gêne. Mais savez-vous ce qui est le plus drôle ? À cet instant précis, alors que tous attendaient que je parte en pleurant, vaincu, humilié, quelque chose en moi s'est réveillé. Une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps, la voix du Pierre de 25 ans, celui qui ne pliait pas, celui qui n'avait pas peur. Et cette voix m'a dit une chose très claire, lève la tête et montre-leur qui commande vraiment ici. J'ai respiré profondément, posé l'assiette doucement sur le buffet. J'ai retiré mon tablier calmement, le pliant en 4 parties, comme je le fais toujours, et j'ai marché vers la porte, sentant le poids de 67 ans sur mes épaules, mais aussi quelque chose de nouveau, la certitude que cette soirée ne se terminerait pas comme il l'espérait. Avant de sortir, je me suis arrêté, me suis retourné, et regardé chaque visage dans cette salle, les amis d'Antoine, ses collègues de travail, la famille de Sophie, et j'ai prononcé seulement 6 mots qui résonneraient pendant des mois. Profitez de la fête. Profitez bien. Et je suis sorti. Mais ce que personne ne savait là-bas, pas même mon fils, ni cette femme qu'il appelait son épouse, c'est que je ne fuyais pas. Je me préparais pour la guerre. Et si vous pensez connaître des histoires de vengeance, de justice, de pères qui sont allés trop loin, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu, parce que ce qui s'est passé après la fermeture de cette porte était quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginé. Abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour ne manquer aucun détail de cette histoire, qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensez sur la famille, la loyauté et jusqu'où un père peut aller quand il est trahi par celui qu'il a le plus aimé. Je suis monté lentement dans les escaliers, une main sur la rampe en bois que j'avais moi-même vernie 3 fois au fil des ans. Chaque marche grinçait, il y en avait 15. Je les connaissais par cœur. 15 marches qui me séparèrent de cette salle,
pleine de gens riant, buvant le vin que j'avais acheté, mangeant la nourriture que j'avais préparée. En bas, j'entendais déjà la voix de Sophie reprenant le contrôle de la fête, comme si rien ne s'était passé. « Allez, trinquons! Antoine, chéri, viens ici !» Sa voix était douce, presque enfantine, de cette façon qu'elle utilisait quand elle voulait paraître innocente. Je suis entré dans ma chambre, la seule pièce de la maison qui était encore vraiment à moi, et j'ai fermé la porte à clé. Mes jambes ont finalement cédé. Je me suis assis au bord du lit, ce lit double, où j'avais dormi à côté de Marguerite pendant 28 ans, et où je dors seul depuis 12 ans. Les larmes sont venues, pas les larmes dramatiques des feuilletons, non, des larmes silencieuses, chaudes, qui coulaient et mouillaient le col de ma chemise bleue. La chemise que j'avais choisie avec tant de soin ce matin-là, pensant « Je veux être élégant pour l'anniversaire de mon fils ». Quel idiot j'ai été. J'ai regardé dans le miroir de l'armoire. J'ai vu un homme aux cheveux gris, des rides autour des yeux, des mains calleuses à force de travailler. Un homme invisible, un homme devenu fantôme dans sa propre maison. C'est alors que mon regard est tombé sur la commode ancienne, celle en acajou foncé qui appartenait à ma grand-mère, le tiroir du bas que je n'ouvrais jamais. Je me suis levé lentement, essuyant encore les larmes du revers de la main, et j'ai ouvert ce tiroir. À l'intérieur se trouvait une chemise en plastique bleu décolorée. Je l'ai tirée et j'ai senti le poids des papiers à l'intérieur. Je me suis assis par terre, adossé au lit, et l'ai ouverte. L'acte de propriété de la maison, des preuves de virement bancaire, des reçus jaunis de paiement, tout était là. Chaque centime que j'avais investi dans cette maison, 380 000 € à l'époque, c'était une fortune. C'était tout ce que j'avais de l'indemnité de l'accident de Marguerite, plus 23 ans de mes économies d'ébéniste, chaque facture conservée, chaque preuve, et là, à la dernière page de l'acte de propriété, il y avait son nom. Antoine-Henri Lambert, 50% propriétaire. J'avais mis son nom là par amour, parce que je pensais garantir l'avenir de mon fils, parce que dans ma tête de père passionné, j'imaginais qu'un jour il prendrait soin de moi de la même façon que j'avais pris soin de lui. J'ai passé mon doigt sur cette signature, ma signature d'il y a 12 ans, quand je croyais encore aux fins heureuses. En bas, j'entendais le bruit de la fête qui augmentait, des rires, de la musique. Quelqu'un a cassé un verre et tout le monde a crié « Oh, porte-bonheur !» Sophie a éclaté d'un rire strident, et c'est à ce moment-là, assis par terre dans ma chambre, avec de vieux papiers éparpillés autour de moi et le bruit de la fête à laquelle je ne pouvais pas participer envahissant mon refuge, que quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas encore de la colère, non. C'était quelque chose de plus froid, plus calculé. C'était de la clarté. J'avais passé les 3 dernières années à céder, à accepter, à avaler des couleuvres de plus en plus grosses, laissant cette femme transformer ma maison en son territoire, permettant à mon fils de s'éloigner de plus en plus, de me traiter comme un vieux gênant qui devait être toléré. Mais la tolérance a ses limites. J'ai pris mon téléphone portable, un modèle simple, de ceux avec de gros boutons pour les personnes âgées, et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai appelé Maître Dupont, l'avocat qui s'était occupé de la succession de Marguerite. Il était 20h40, un samedi soir, mais il répondait au téléphone des anciens clients. « Allô, monsieur Lambert, tout va bien ?»« Maître, excusez-moi pour l'heure. Ma voix était ferme et cela m'a surpris. J'ai besoin de fixer un rendez-vous urgent. C'est au sujet de l'acte de propriété de ma maison. » Il y a eu une pause. « Il s'est passé quelque chose ?»« Oui. » J'ai regardé les papiers par terre. « Il s'est passé que je me suis enfin réveillé. Nous avons fixé rendez-vous pour lundi, 1h du matin. Quand j'ai raccroché, j'ai entendu des pas dans le couloir. Quelqu'un montait les escaliers. La porte de ma chambre n'était pas seulement fermée, elle était verrouillée. Mais même ainsi, j'ai senti mon cœur s'accélérer. 3 coups secs ont retenti. « Papa ?» C'était la voix d'Antoine, mais maintenant elle était différente, plus basse, presque honteuse. « Tu vas bien là-dedans ?» Je n'ai pas répondu. « Papa,
Ouvre la porte. On doit parler. J'ai remis les documents dans la chemise dans le tiroir. Je me suis levé du sol, j'ai ajusté ma chemise, séché mon visage, et seulement après avoir respiré profondément 3 fois, j'ai ouvert la porte. Il était là avec cette chemise bleue que j'avais repassée jeudi. Il avait une expression étrange sur le visage. Ce n'était pas du remords, c'était de la gêne. Comme si ma présence là, dans cet état, gâchait sa fête parfaite. « Tu veux descendre ? Il y a du gâteau maintenant. » Il a parlé comme s'il me faisait une faveur. J'ai regardé dans ses yeux bruns qui me regardaient avec admiration quand il était enfant. « Non, merci. J'ai déjà dîné. » J'ai menti. Mon estomac était vide depuis midi. « Papa, ne sois pas comme ça. Sophie s'est déjà excusée. »« Vraiment ?» J'ai haussé un sourcil. « Non. » Il a détourné le regard. « C'est que tu sais comment c'est. » Elle était nerveuse avec la fête. Elle voulait que tout soit parfait. Et je gâche la perfection, c'est ça? Je n'ai pas dit ça, mais il ne l'a pas nié non plus. J'ai tenu la poignée de la porte. « Antoine, tu peux retourner à ta fête. Je vais bien, très bien en fait. » Et j'ai fermé la porte doucement, avec contrôle. J'ai entendu ses pas s'éloigner, hésitant au début, puis plus rapide, presque soulagé. Je suis retourné au lit, je ne me suis pas allongé. Je suis resté assis, regardant le tiroir fermé de la commode. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni tristesse, ni résignation. C'était du pouvoir. Le pouvoir de celui qui sait quelque chose que les autres ne savent pas, le pouvoir de celui qui a des cartes dans sa manche, le pouvoir de celui qui a finalement décidé de jouer le jeu. La fête a continué jusqu'à presque minuit. J'ai entendu chaque rire, chaque musique, chaque toast, et je suis resté là en silence, planifiant, parce qu'ils avaient peut-être gagné cette nuit. Mais la guerre venait tout juste de commencer. Lundi est arrivé comme une bénédiction. La maison était silencieuse. Antoine était parti tôt au travail et Sophie dormait tard, comme toujours. J'ai mis mon pantalon noir, une chemise crème et la veste marron que je porte pour les occasions importantes. J'ai mis de l'eau de Cologne, coiffé mes cheveux, chaussé des souliers confortables. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu le Pierre dont j'avais besoin à ce moment-là. Ferme, déterminé, conscient de sa propre valeur. Le cabinet de Maître Dupont se trouvait au centre-ville, dans un vieil immeuble de 3 étages, avec un ascenseur bruyant. Je suis arrivé à 8h15. Il m'a reçu avec un café fort et un regard préoccupé. « Monsieur Lambert, racontez-moi ce qui s'est passé. » Et j'ai raconté. Pas tout. Certaines douleurs, on les garde pour soi, mais j'ai raconté suffisamment. Il prenait des notes sur un bloc jaune, fronçant les sourcils de temps en temps, secouant la tête à d'autres moments. Quand j'ai terminé, il a poussé un profond soupir. « Vous vous souvenez quand vous avez mis le nom d'Antoine sur l'acte de propriété ? Je vous avais recommandé de faire un testament à la place. » Je m'en souvenais. Bien sûr que je m'en souvenais. Mais à cette époque, il y a 12 ans, j'étais encore en deuil. Marguerite était morte il y a seulement 3 mois. J'étais seul, effrayé, avec un fils de 30 ans qui venait de terminer ses études et commençait sa carrière. Il semblait logique de lui garantir quelque chose de solide, de concret. Je pensais le protéger. Je pensais que je le protégeais, ai-je admis à voix basse. Je pensais que, si quelque chose m'arrivait, au moins il aurait un toit. Et maintenant ? Maintenant, j'ai besoin de savoir. Puis-je annuler cela ? Maître Dupont a ouvert un dossier, mis ses lunettes de lecture. Légalement, oui. La maison a été achetée avec votre argent. Nous avons toutes les preuves. Vous avez inclus Antoine comme copropriétaire par libéralité, sans qu'il ait contribué financièrement. Cela peut être annulé, mais ce sera difficile et douloureux. Douloureux comme... Cela va rompre définitivement cette relation. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ? J'ai pensé à son cri, à l'expression de Sophie, à la sensation d'être expulsé de ma propre table. Maître, cette relation est déjà rompue. Je ne l'avais simplement pas encore réalisé. Il a retiré ses lunettes, nettoyé les verres avec soin.
Alors, il faut que vous me racontiez tout. Depuis le début, chaque centime investi, chaque sacrifice, nous allons construire un dossier solide. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé de Marguerite, ma femme, ma compagne, la femme que j'avais rencontrée à 19 ans lors d'un bal à l'église Saint-Sulpice. Elle était institutrice, j'étais ébéniste débutant. Nous nous sommes mariés à 22 ans, vivant dans un petit studio de 25 mètres carrés, où le lit touchait presque la cuisinière. Antoine est né 3 ans plus tard, une naissance compliquée qui a laissé Marguerite 5 jours à l'hôpital. J'ai travaillé double ce mois-là pour payer la mutuelle. Quand nous avons ramené notre fils à la maison, j'ai pleuré d'émotion, tenant ce petit paquet rose enveloppé dans la couverture en laine. Ce furent des années difficiles, mais heureuses. Je travaillais du lever au coucher du soleil. Marguerite donnait des cours particuliers jusqu'à ce que ses yeux lui fassent mal. Les clients étaient fidèles et je gardais chaque billet de 50 €, chaque billet de 20 €, dans une boîte à biscuits cachée dans le placard. Quand Antoine avait 8 ans, nous avons pu acheter notre premier bien immobilier. Un appartement de 2 pièces à Levallois-Perret. Rien de luxueux, mais c'était à nous. Je me souviens de la fierté sur le visage de Marguerite lors de la signature de l'acte de propriété. Notre garçon aura un toit, Pierre. Il ne connaîtra pas ce que nous avons connu. Les années ont passé. Antoine était bon élève, studieux, dévoué. Il a obtenu une bourse partielle dans une école d'ingénieurs privée, mais partielle n'était pas complète. Nous devions encore payer la moitié, 4 700 € par mois pendant 5 ans. J'ai pris des commandes supplémentaires. Je travaillais jusqu'à 10-11 heures du soir dans l'atelier d'ébénisterie. Notre fils ne pouvait pas savoir combien cela coûtait. Nous ne voulions pas qu'il porte ce poids. Nous voulions qu'il étudie seulement, qu'il profite de sa jeunesse, qu'il construise son avenir, jusqu'à ce que vienne l'accident. Août 2013, un mardi. Marguerite rentrait d'une sortie scolaire en car. Un problème de frein. Le car a percuté un platane. 3 personnes sont mortes, dont Marguerite. Maître Dupont m'a écouté en silence. Quand je suis arrivé à cette partie, ma voix a défailli. Il a poussé la boîte de mouchoirs en papier vers moi. La compagnie d'assurance a payé l'indemnité après 1 an de procédure. C'était 450 000 €. Cela semblait beaucoup d'argent, mais cela ne ramenait pas Marguerite. Cela ne remplissait pas le vide de la maison, ne réchauffait pas l'autre côté du lit. J'ai pris un mouchoir, me suis mouché, et j'ai continué. Antoine était en 3e année d'école. J'ai pensé à abandonner, à lui demander d'arrêter et de travailler, mais il a supplié « Papa, laisse-moi terminer. C'est le rêve de maman. » Et comment aurais-je pu refuser? Alors, j'ai payé chaque semestre, chaque frais de scolarité jusqu'à la fin. 95 000 € au total sur 3 ans. Antoine a obtenu son diplôme, avec mention. Il a décroché un bon emploi dans une entreprise de construction. Ironie du sort. Avec ce qui restait de l'indemnité et mes économies, j'ai acheté la maison où nous vivons aujourd'hui. Une maison de 3 chambres à Neuilly-sur-Seine, avec un petit jardin et un garage. 320 000 € en 2015. J'ai mis le nom d'Antoine avec le mien parce que je pensais que c'était juste, parce qu'il était mon fils unique. Parce que je me disais, si je meurs demain, au moins il est protégé. Maître Dupont notait tout, demandant des justificatifs, organisant les documents. Et quand a-t-il rencontré Sophie? Mon estomac s'est retourné rien qu'en prononçant son nom. Il y a 4 ans, lors d'une fête de travail, elle était stagiaire au service administratif, 8 ans plus jeune que lui. Belle, je ne vais pas mentir, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me dérangeait depuis le premier jour. Quoi donc? Du calcul. Vous savez quand vous regardez quelqu'un et sentez qu'elle mesure tout? Combien ça vaut? Combien ça coûte? Ce qu'elle peut en tirer, c'était ça. Mais Antoine était enchanté, amoureux, et qui étais-je pour m'y opposer? Ils se sont mariés rapidement, 6 mois de relation, et ils étaient déjà à l'hôtel de l'église Saint-Denis. Petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. J'ai payé la robe de la mariée, 12 000 € dans un atelier chic que Sophie avait choisi, et j'ai aussi aidé pour la réception.
28 000 € de plus. Vous avez les justificatifs de tout cela? J'ai tout, maître. Je garde tout parce que c'est ma nature. Garder, préserver, protéger. Chaque facture, chaque reçu, chaque preuve de virement. Tout est là, dans ce tiroir de la commode en acajou. Maître Dupont a fermé son bloc-notes, retiré ses lunettes, m'a regardé avec sérieux. Monsieur Lambert, vous avez construit cette vie seul, payé cette maison seul, soutenu cette famille seul, et maintenant vous êtes traité comme un intrus. Ce n'est pas juste. Je sais. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. C'est pour cela que je suis ici. Parce que j'en ai assez d'être piétiné, j'en ai assez d'être invisible, et si je dois prouver ma valeur avec des papiers et des contrats, alors qu'il en soit ainsi. Il a esquissé un sourire triste. Nous allons faire justice, mais préparez-vous, ce sera difficile. C'est déjà difficile, maître, c'est déjà difficile depuis longtemps, je faisais juste semblant de ne pas voir. Je suis sorti de ce cabinet avec une chemise pleine de documents à fournir et un délai. 15 jours pour tout rassembler, 15 jours pour monter ma défense, 15 jours avant de lâcher la bombe. Et tandis que je descendais dans l'ascenseur bruyant, regardant mon reflet dans le miroir rayé, j'ai pensé « Marguerite, où que tu sois, donne-moi des forces, parce que je vais avoir besoin de chaque gramme de courage qui existe en moi. » La guerre avait commencé, et cette fois, je n'allais pas perdre. Je suis revenu à la maison ce lundi-là avec la tête en ébullition. Je suis entré par la porte de la cuisine, j'ai posé mon sac sur la table et j'ai entendu des voix dans le salon. Sophie était au téléphone, sa voix stridente résonnant contre les murs. « Non, maman, je t'ai dit que ce canapé gris ne va avec rien. Nous avons besoin de quelque chose de plus moderne, tu vois. Cette maison, on dirait qu'elle est restée dans les années 90. Ma maison. Elle parlait de ma maison. J'ai respiré profondément. Ce n'était pas le moment de la confrontation. Pas encore. Alors je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à fouiller dans les tiroirs. J'avais besoin de tous les justificatifs, de toutes les preuves. Et pendant que je fouillais dans les boîtes et les vieilles chemises, les souvenirs sont revenus comme une inondation. L'invasion ne s'est pas produite d'un coup. Elle a été lente, progressive, comme l'eau qui érode une pierre, goutte à goutte, jusqu'à ce que vous remarquiez les dégâts et qu'il soit déjà trop tard. Cela a commencé il y a 3 ans, juste après le mariage. Sophie est arrivée avec 2 valises et un sourire enchanteur. « Beau papa, je promets que je prendrai bien soin de votre fils. » Je l'ai cru. Je l'ai embrassé. J'ai embrassé son visage. J'ai dit « Cette maison est aussi la tienne. » J'aurais dû me mordre la langue. Les premières semaines, elle était discrète. Elle rangeait la chambre du couple, aidait à la cuisine, faisait l'éloge de ma cuisine. « Monsieur Lambert, votre coq au vin est le meilleur que j'ai jamais mangé. » Je souriais fièrement, pensant « Quelle merveilleuse belle fille mon fils a trouvée. » Mais ensuite sont venues les suggestions. « Beau papa, ne trouvez-vous pas que ces rideaux en dentelle sont un peu démodés? On pourrait mettre des stores vénitiens, c'est plus épuré. » Épuré. Elle adorait ce mot. Tout devait être épuré. J'ai changé les rideaux. J'ai dépensé 2300 € en store blanc qui donnait au salon l'apparence d'un cabinet médical. Mais elle était heureuse, et je voulais qu'elle soit heureuse. Puis ce furent les tableaux. J'avais 3 tableaux dans le salon. Un paysage que j'avais acheté à un marché artisanal à Honfleur. Un autre avec une photo de Marguerite que j'avais fait agrandir et encadrer, et un 3e que ma mère avait brodé à la main avant de mourir. Un jour, je suis rentré à la maison et les 3 avaient disparu. « Sophie, as-tu vu les tableaux qui étaient ici ?» Elle était sur le canapé à regarder son téléphone avec cet air de ne pas vouloir être dérangée. « Ah, beau papa, j'ai rangé ça, c'était visuellement trop chargé. J'ai acheté des affiches abstraites. Regarde comme c'est joli. » Elle a montré le mur où il y avait maintenant 3 cadres noirs avec des gribouillis colorés qui ne signifiaient rien. « Et où as-tu rangé mes tableaux ?»
Dans le débarras au fond, mais détendez-vous, tout est bien rangé. Je suis allé au débarras. J'ai trouvé les tableaux jetés sur de vieilles boîtes, le cadre de la photo de Marguerite avec la vitre fissurée. J'ai tenu ce tableau contre ma poitrine et j'ai pleuré là même au milieu de la poussière et des toiles d'araignée. Mais je n'ai pas protesté parce que je ne voulais pas créer de problème. Je ne voulais pas être ce beau-père pénible, râleur, qui trouve à redire à tout. Alors j'ai avalé. Et j'ai continué à avaler. Elle a échangé les tapis persans que j'avais dans le salon, héritage de ma grand-mère, faits à la main il y a plus de 50 ans, contre des tapis pelucheux gris qui perdaient leurs poils et collaient aux vêtements. C'est le style scandinave, beau papa. C'est super tendance. Elle a remplacé les coussins brodés du canapé par des coussins lisses en lin écru. Elle a jeté mon service de tasse en porcelaine peinte à la main, cadeau de mariage de ma marraine, parce que ça prend trop de place dans le placard et personne n'utilise plus ça. Mais le pire, ce qui m'a vraiment brisé à l'intérieur, c'était l'horloge murale. C'était une horloge en bronze massif, lourde, avec un pendule en verre et une sonnerie. Marguerite l'avait achetée dans une boutique d'antiquités dans le Marais. Elle avait payé 800 €, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. C'était un cadeau pour nos 15 ans de mariage. Elle avait fait graver un message au dos. Pour Pierre, qui fait que chaque seconde vaut la peine. Ta Marguerite. Cette horloge a marqué chaque moment important de ma vie. Elle sonnait midi quand Antoine est né. Elle sonnait 18 heures quand j'ai reçu la nouvelle de la mort de Marguerite. Elle sonnait 22 heures quand mon fils a obtenu son diplôme d'ingénieur. Un jour, je suis revenu du marché et le mur était vide. J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Antoine! Antoine! Où est l'horloge ?» Il est apparu dans l'escalier, se séchant les cheveux avec une serviette, insouciant. « Quelle horloge, papa? L'horloge de ta mère, celle en bronze qui était là. » Ah! Il n'a même pas regardé le mur. Sophie a trouvé qu'elle était trop vieille. Elle l'a jetée. Jetée. Ma voix est sortie dans un cri que je n'ai pas pu contrôler. C'était la première fois que j'explosais et la première fois que j'ai vu son regard changer quand il me parlait. C'était un regard impatient, irrité, comme si j'exagérais. « Papa, pour l'amour du ciel, c'est juste une vieille horloge. On en achètera une autre. » Ce n'était pas juste une horloge. C'était celle de ta mère. Ma mère est morte il y a 12 ans. On doit aller de l'avant. Aller de l'avant comme si la mémoire était un poids mort. Comme si l'amour était quelque chose de jetable. J'ai couru jusqu'à l'arrière-cour. J'ai fouillé dans les poubelles. Rien. J'ai couru jusqu'à la rue. Le camion poubelle était déjà passé. Je suis revenu dans la maison et j'ai pleuré pendant 2 heures, enfermé dans la salle de bain, avec le robinet ouvert pour que personne ne m'entende. Sophie n'a jamais présenté d'excuses, n'a même pas fait de regrets, mais l'invasion ne s'est pas arrêtée. Elle a convaincu Antoine de transformer mon atelier d'ébénisterie, ce petit atelier au fond où j'avais travaillé pendant 30 ans, en bureau à domicile. Beau papa, vous ne bricolez presque plus de toute façon, n'est-ce pas? Et Antoine a besoin d'un espace pour travailler à la maison. C'était vrai que j'avais réduit les travaux d'ébénisterie. La vue n'était plus la même. Les mains me faisaient mal avec l'arthrite, mais cet espace était à moi. C'était mon refuge, mon petit coin, mon bout d'identité. Et j'ai cédé. Ils ont enlevé mon établi ancien, les étagères d'outils organisées par type. Ils ont mis un bureau blanc moderne, un ordinateur, une chaise ergonomique, un tableau d'affichage. Ils ont peint les murs en gris clair. Quand je suis entré dans cette pièce après la transformation, je n'ai rien reconnu. C'était comme s'ils avaient effacé 30 ans de mon histoire avec un rouleau de peinture. « C'est joli, n'est-ce pas, beau papa ?» Sophie a souri. Bien plus fonctionnel. Fonctionnel, moderne, épuré, mais vide d'âme, vide de moi. Et le pire était encore à venir, parce qu'elle ne voulait pas seulement transformer la maison, elle voulait m'effacer complètement. Elle a commencé à me traiter différemment. Elle ne m'appelait plus « beau papa » avec affection, c'était toujours « Monsieur Lambert », créant de la distance. Devant les visiteurs, elle me présentait comme le père d'Antoine, jamais comme le propriétaire de la maison ou celui qui vit ici avec nous.
Elle a cessé de me demander mon avis sur les courses. Elle achetait simplement ce qu'elle voulait, et c'était tout. Elle a remplacé ma marque de café par sa marque chère. Elle a jeté ma vieille cocotte minute parce qu'elle a acheté une électrique. C'est plus sûr pour vous à votre âge. À mon âge, comme si 67 ans était synonyme d'incapacité. Elle a commencé à donner des ordres à Claudette, la femme de ménage que je paye 400 € par mois de ma propre pension de retraite. Claudette, pas besoin de demander à Monsieur Lambert. Je te laisse la liste de ce qui doit être nettoyé. Et la pauvre Claudette ne savait plus à qui obéir, me regardant puis elle avec un air désespéré. Même ma place à table a changé. Avant, je m'asseyais en bout de table, après tout c'était ma maison, ma table. Sophie m'a petit à petit poussé vers le coin, jusqu'à ce qu'un jour elle décrète simplement « Beau papa, changeons les places ». C'est mieux pour servir comme ça. Et une fois de plus, j'ai cédé. Maître Dupont avait raison ce matin-là dans son bureau. L'invasion a été si lente que quand je m'en suis rendu compte, je n'avais plus d'espace. Ma maison avait été prise, mon fils avait été manipulé, et j'étais devenu l'intrus dans ma propre vie. Mais pendant que je rassemblais ces documents, ces preuves, ces justificatifs de chaque euro investi, j'ai senti quelque chose grandir en moi. Ce n'était pas de la haine, c'était de la détermination. Parce qu'une chose que j'ai apprise au cours de ces 67 années de vie, c'est que vous pouvez m'enlever mes tableaux, mes horloges, mon atelier, vous pouvez me pousser dans le coin de la table, vous pouvez me traiter comme un vieux gênant, mais vous ne pouvez pas m'enlever ce qui est à moi de droit. Et cette maison était à moi, et j'allais le prouver. 15 jours se sont écoulés depuis cette consultation avec Maître Dupont. 15 jours où je vivais un mensonge, feignant la normalité alors qu'intérieurement, j'architecturais chaque mouvement. J'ai rassemblé tous les documents qu'il a demandés. Preuve de paiement de la maison, relevé bancaire, reçu des frais de scolarité d'Antoine, facture de rénovation, facture d'électricité, d'eau et de taxes foncières, tout à mon nom, tout payé par moi. Mais la vie continuait et l'anniversaire de mon fils est arrivé. 23 mars. Antoine aurait 42 ans. J'ai toujours tenu à célébrer cette date comme si elle était sacrée. Après tout, c'était le jour où je suis devenu père. Le jour où ma vie a pris un sens plus grand. Une semaine avant, Sophie est apparue dans la cuisine pendant que je préparais le déjeuner. Elle s'est appuyée contre le comptoir, a croisé les bras et a dit avec ce ton de quelqu'un qui a déjà tout décidé: « Beau papa, nous allons faire une fête pour Antoine samedi. Rien de trop grand, juste une trentaine d'amis. 30 personnes dans ma maison. » Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai forcé un sourire. « Bien sûr. Voulez-vous que je prépare quelque chose ?» Elle a ri légèrement. « Pas besoin, beau papa. J'ai déjà tout commandé chez un traiteur. Amuse-gueule, petit four, gâteau, tout est prévu. » J'ai ressenti une pointe. J'avais toujours organisé les anniversaires d'Antoine. Toujours. Depuis le premier où j'avais fait un simple gâteau à la carotte, décoré de confettis colorés jusqu'à l'année dernière, quand j'avais préparé un coq au vin complet qu'il adorait. Mais je pourrais faire son gigot, tu sais comme il l'aime. Sophie a levé les yeux au ciel. « Beau papa, sans vouloir vous offenser, mais nous voulons quelque chose de plus sophistiqué cette fois. Tout est déjà organisé. » Sophistiqué, comme si ma cuisine était trop rustique, trop simple, trop vieille. Mais je n'allais pas abandonner comme ça. Et la décoration, je peux aider. J'ai déjà engagé un décorateur. Ce sera magnifique. Thème or et blanc, très élégant. Or et blanc, les couleurs de mariage, pas d'anniversaire. Mais qu'est-ce que j'en savais, hein? Je n'étais que le père. Pendant cette semaine, j'ai vu la maison se transformer. Sophie recevait des livraisons quotidiennement. Chaises louées, tables pliantes, arrangements floraux, cartons de vaisselle jetables, selles chic en plastique dur qui imitent la porcelaine. Tout payé avec la carte de crédit conjointe qui était à mon nom et que je payais religieusement tous les mois. J'ai fini par demander « Combien coûte tout cela ?»« Ne vous inquiétez pas, beau papa, tout est sous contrôle. » Mais je m'inquiétais parce que « contrôle » pour elle signifiait dépenser sans limite et me laisser la facture. Le samedi est arrivé.
Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'était l'anniversaire de mon fils et j'allais faire quelque chose, ne serait-ce que pour contrer sa volonté à elle. Je suis descendu à la cuisine dans l'obscurité, n'allumant que la lumière du four. J'ai sorti du réfrigérateur le gigot que j'avais laissé mariner depuis la veille. Ail écrasé, poivre noir, laurier, bière brune, moutarde et miel. La recette que Marguerite adorait et que j'avais enseignée à Antoine quand il avait 10 ans. J'ai enveloppé le gigot dans du papier d'aluminium. Je l'ai mis au four à basse température. 6 heures de cuisson lente. Pendant qu'il cuisait, j'ai préparé la farce. Des lardons en cubes, oignons dorés, carottes râpées, persil, œufs durs hachés. L'odeur a envahi la cuisine, montant les escaliers, remplissant chaque pièce. À 7 heures, il y a eu des pas. Sophie est apparue en chemise de nuit, avec un air ensommeillé et irrité. Quelle est cette odeur? Bonjour. J'ai fait le gigot pour Antoine. Elle a soufflé. Beau papa, je vous ai dit que ce n'était pas nécessaire. J'ai déjà tout commandé. Je sais, mais c'est une tradition, et on ne brise pas les traditions. J'ai vu sa mâchoire se crisper, mais elle n'a pas discuté. Elle a juste pris un verre d'eau et est remontée, tapant des pieds dans l'escalier. J'ai passé toute la journée à cuisiner. En plus du gigot, j'ai fait du riz aux amandes, de la salade fraîche, une sauce au poivre maison, un flan au caramel. Le dessert préféré d'Antoine depuis l'enfance. J'ai tout disposé dans de beaux plats, ceux en porcelaine blanche à motifs bleus que j'avais reçus de ma mère. À 15 heures, les livraisons du traiteur ont commencé à arriver. Des cartons et des cartons de petits fours, de gâteaux français, de tartes, de quiches. Sophie recevait tout avec des sourires, vérifiant chaque élément. Quand elle a vu mes plats dans la cuisine, elle a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. À 17 heures, je suis monté dans ma chambre pour me préparer. J'ai choisi une chemise bleu marine qu'Antoine m'avait offerte il y a 2 anniversaires. Pantalon habillé noir, chaussures confortables. J'ai mis de l'eau de Cologne, coiffé mes cheveux, mis la montre que Marguerite m'avait offerte. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé, tu es son père, tu as ta place à cette fête. Je suis descendu à 18 heures. La maison était transformée. Des ballons dorés flottaient au plafond. Des arrangements de fleurs blanches décoraient chaque coin. Une longue table avait été dressée dans le salon avec une nappe blanche et des serviettes dorées. Ils avaient même engagé un DJ qui installait son équipement dans un coin. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. Des couples bien habillés, parfumés, avec des cadeaux emballés dans des papiers sophistiqués. Je reconnaissais quelques vieux amis d'Antoine, mais la plupart étaient des gens que je n'avais jamais vus. Des collègues de travail à lui et à Sophie, de nouveaux amis de ce monde moderne dont je ne faisais pas partie. Je suis resté dans la cuisine à observer. Claudette, la femme de ménage, courait d'un côté à l'autre, servant des boissons. Sophie circulait parmi les invités comme l'hôtesse parfaite, présentant la maison, ma maison, comme si c'était son projet à elle. Ce salon, nous l'avons complètement rénové. Avant, c'était très vieillot, vous savez. Vieillot, mon salon, ma vie. Antoine est arrivé à 20 heures, feignant la surprise, bien qu'il sache tout. Tous ont chanté « Joyeux anniversaire ». Il a soufflé les bougies du gâteau à 3 étages, recouverts de glaçage blanc et de détails dorés. Photos, embrassades, rires, et moi, là, debout à l'entrée de la cuisine, invisible, jusqu'à ce qu'ils appellent au dîner. La table était dressée avec les amuse-gueules du traiteur, les tartes, les salades gourmets. Mes plats étaient là aussi, mais poussés dans un coin, presque caché. Le gigot que j'avais mis 6 heures à faire était à un bout, comme s'il était figurant. J'ai vu Antoine s'asseoir en bout de table, Sophie à sa droite, ses parents à elle, les amis proches, tous s'installant aux places réservées. 30 personnes autour de cette table et moi toujours debout. J'ai pris une assiette, me suis servi un peu de farce et de gigot parce que je voulais goûter ce que j'avais fait avec tant d'amour, et je me suis dirigé vers la table. Il y avait une chaise vide à côté d'un couple que je ne connaissais pas.
J'y suis allé, assiette à la main, sur le point de m'asseoir. C'est alors que Sophie s'est levée. « Monsieur Lambert !» Sa voix a coupé le brouhaha des conversations. Tous se sont tournés pour regarder. Cette place est réservée. Je me suis arrêté, l'assiette toujours dans les mains. Réservée pour qui? Pour ma mère. Elle arrive. J'ai regardé autour. 30 chaises, 30 personnes et aucune pour moi. Sophie, c'est l'anniversaire de mon fils. Je veux juste m'asseoir et... Sors d'ici, je ne t'ai pas invité. La voix d'Antoine a explosé comme un tonnerre. Tous se sont tus. Le DJ a arrêté la musique au milieu, 30 pères Dieu me fixant. Les mots de mon fils ont résonné dans la salle. Chaque syllabe était un coup de couteau. J'ai senti mes jambes faiblir. L'assiette a presque glissé de ma main. J'ai regardé mon fils, cet homme de 42 ans, en chemise bleue et barbe bien taillée, que j'avais porté dans mes bras, que j'avais veillé pendant les nuits de fièvre, à qui j'avais appris à marcher, à lire, à être un homme. Et il me regardait avec colère, avec honte, comme si j'étais un chien errant qui était entré à la fête sans permission. « Antoine !» Ma voix est sortie faible, tremblante. « Papa, pour l'amour du ciel, tu ne vois pas que tu déranges ?» Dérangé dans ma propre maison, à la fête que j'avais aidé à payer. Après avoir passé toute la journée à cuisiner, j'ai senti mes yeux brûler. Mais je n'allais pas pleurer là, je n'allais pas leur donner cette satisfaction. J'ai posé l'assiette doucement sur le buffet. J'ai retiré le tablier qui était encore noué à ma taille. Ce tablier à carreaux, taché, témoin de 1000 repas préparés avec amour. Je l'ai plié en 4, calmement, avec toute la dignité qui me restait encore, et j'ai marché vers la porte. 30 personnes dans un silence absolu, certaines détournant le regard gêné, d'autres chuchotant. J'ai vu une dame âgée secouer la tête en désapprobation, mais je ne sais pas si c'était pour moi ou pour mon fils. Avant de monter l'escalier, je me suis arrêté, me suis retourné, et regardé chaque visage dans cette salle, et j'ai dit les seuls 6 mots que j'ai pu: profiter de la fête, profiter bien. J'ai monté ces 15 marches, le dos droit, la tête haute. Je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, et seulement alors, seulement quand j'étais sûr que personne ne pouvait me voir, je me suis effondré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Marguerite. J'ai pleuré pour les années perdues, pour l'ingratitude, pour l'humiliation, pour avoir été chassé de ma propre vie. Mais au milieu de ces larmes, une voix en moi a murmuré « Assez !» Et cette fois, j'ai écouté. J'ai passé tout le dimanche enfermé dans ma chambre. J'ai entendu, quand les derniers invités sont partis, les rires s'estompant, le portail se refermant. J'ai entendu Claudette nettoyer le désordre, le bruit des assiettes empilées, des chaises traînées. J'ai entendu Sophie se plaindre que ses pieds lui faisaient mal à cause des talons hauts. Personne n'a frappé à ma porte pour demander si j'allais bien. Lundi, le jour s'est levé nuageux. Antoine est parti tôt au travail sans dire au revoir. Sophie a dormi tard, comme toujours. À 10 heures du matin, j'ai mis des vêtements simples et je suis sorti sans prévenir personne. J'ai pris le bus jusqu'au centre-ville, je suis descendu place de la République et j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'au bureau d'enregistrement des propriétés. Je devais régulariser la taxe foncière en retard. Sophie avait oublié de payer les 2 derniers mois, même si je lui avais donné l'argent. La jeune femme au guichet était jeune, cheveux attachés, lunettes. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ? J'ai besoin de payer la taxe foncière de ma maison. Elle est en retard. » J'ai donné l'adresse. Elle a tapé sur l'ordinateur, fronçant les sourcils. « Vous êtes Pierre Lambert, propriétaire. » Elle a regardé l'écran, puis moi, puis l'écran à nouveau. « Avez-vous une pièce d'identité ?» J'ai montré ma carte d'identité et l'acte de propriété que je porte toujours dans mon sac. Une vieille habitude, mais qui m'a sauvé ce jour-là. Elle a tout vérifié, tapé un peu plus, et a lâché une phrase qui a changé ma vie. « Monsieur Lambert, saviez-vous qu'il y a une procédure de transfert de propriété en cours ?» Mon cœur s'est glacé. « Comment ça ? » Quelqu'un a entamé des démarches pour retirer votre nom de l'acte de propriété et transférer le bien intégralement au nom d'Antoine-Henri Lambert et Sophie Moreau-Lambert.
Le sol a disparu sous mes pieds. Je me suis accroché au bord du comptoir pour ne pas tomber. Quand? Il y a 2 mois, le 27 janvier. 2 mois. Pendant que je cuisinais, nettoyais, payais les factures, cédais de l'espace, pendant que je faisais semblant que tout allait bien, ils étaient dans mon dos, essayant de me voler. Et ce processus avance. Non, il est bloqué parce qu'il manque votre signature. Sans cela, le transfert ne peut pas être complété. J'ai respiré profondément. Au moins ça. Puis-je avoir une copie de cette demande? Je peux l'imprimer, mais cela coûtera 15 €. Imprimez tout. J'ai attendu 10 minutes qui m'ont semblé 10 heures. Quand elle m'a remis la liasse de papier, j'ai vu des formulaires remplis, des reconnaissances de signature d'Antoine, de fausses déclarations affirmant que j'avais donné mon accord verbal pour le transfert. Tout signé par lui et par elle, mes enfants, ou plutôt mon fils, et cette vipère. J'ai payé la taxe foncière en retard, avec ma carte. 270 € de pénalité en plus. Je suis sorti de ce bureau, les jambes tremblantes et la tête qui tournait. J'avais besoin d'air. Je me suis assis sur un banc de la place face à l'église. Des pigeons picoraient des miettes au sol. Un vendeur ambulant proposait des crêpes. Tout continuait normalement dans le monde, tandis que le mien s'écroulait. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maître Dupont. « Maître, je dois vous voir aujourd'hui, maintenant. » « Monsieur Lambert, il s'est passé quelque chose. J'ai découvert qu'ils ont essayé de me retirer de l'acte de propriété de la maison. Il y a eu un silence pesant. J'arrive dans une demi-heure. Pouvez-vous m'attendre au cabinet? Je suis arrivé avant lui. J'ai monté ces 3 étages à pied parce que je ne pouvais pas rester immobile dans l'ascenseur. Quand il est arrivé, j'étais déjà assis dans la réception, tenant les papiers du bureau d'enregistrement avec tant de force qu'ils étaient froissés sur les bords. Nous sommes entrés dans son bureau. Il a tout lu attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. Quand il a terminé, il a retiré ses lunettes et s'est frotté le visage. « Monsieur Lambert, c'est une tentative d'appropriation indue. Ils ont falsifié votre consentement. S'ils avaient réussi, vous seriez à la rue. » Mais ils n'ont pas réussi. Non, mais ils ont essayé, et ils vont essayer à nouveau. Il a ouvert un tiroir, a pris un petit enregistreur numérique. Vous avez un téléphone portable? Oui. Alors, à partir de maintenant, enregistrez tout. Toute conversation suspecte, toute discussion, toute mention d'argent, de maison, de transfert, tout. Nous avons besoin de preuves. Je suis retourné à la maison à 15 heures. Sophie était dans le salon à regarder la télévision, mangeant du pop-corn, se vernissant les ongles en rouge. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. « Salut, beau papa, vous avez déjeuné ?»« Oui. » J'ai menti. Mon estomac se retournait rien qu'à penser à de la nourriture. Je suis monté dans ma chambre et j'ai attendu. À 19 heures, Antoine est arrivé. J'ai entendu sa voix saluant Sophie, le bruit de sa sacoche jetée sur le canapé, le réfrigérateur qui s'ouvrait. Je suis resté allongé sur le lit, les yeux ouverts, le téléphone à la main. À 20h30, j'ai entendu des pas dans le couloir, des voix étouffées venant de leur chambre qui était à côté de la mienne. J'ai collé l'oreille au mur. Rien. Les murs étaient trop épais. Je me suis levé du lit. J'ai ouvert la porte de ma chambre doucement, sans faire de bruit. Le couloir était sombre. Leur porte était entr'ouverte. Sophie se plaignait toujours de la chaleur et la laissait ouverte pour faire circuler l'air. Je me suis approché. Mon cœur battait si fort que j'ai eu peur qu'ils l'entendent. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'application d'enregistrement, appuyé sur le bouton rouge et approché l'appareil de l'entrebâillement de la porte. La voix de Sophie était irritée. « Antoine, je n'en peux plus. Ton père est un poids mort dans cette maison. » « Sophie, ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça, rien. Il se mêle de tout. Il donne son avis. Il existe. Nous avons besoin de cet acte de propriété propre, chérie, sans lui dedans. Je sais, mais le processus est bloqué à cause de sa signature. Alors, convainc-le de signer. Dis-lui que c'est pour faciliter la succession quand il mourra. Je ne sais pas, invente quelque chose. Inventer, mentir, manipuler le vieux idiot.
Ma main tremblait, tenant le téléphone, mais je n'ai pas arrêté d'enregistrer. Et pourquoi avons-nous tant besoin de cet acte de propriété? La voix d'Antoine semblait fatiguée. Parce que nous devons 87 000 € en carte de crédit, Antoine. Sophie a explosé. 87 000 plus la voiture qui coûte 1 230 € par mois et que nous ne pouvons plus payer. La banque va saisir la voiture si nous ne faisons pas un emprunt. Et comment l'acte de propriété aide? Nous utilisons la maison comme garantie, chérie. Nous obtenons un prêt de 420 000 €. Nous payons tout, il reste de l'argent et nous respirons enfin. Mais c'est la maison de mon père. C'était la maison de ton père. Maintenant c'est la nôtre. Et il ne peut pas rester à entraver nos projets. Nous devons grandir, avoir notre espace, construire notre vie, et il n'en fait pas partie. Silence. Un long silence, lourd. Je retenais ma respiration, les yeux brûlants de larmes contenues. Et s'il le découvre? Sophie a lâché un petit rire amer. Découvrir quoi? Le vieux sort à peine de la maison, ne comprend rien aux papiers, n'a pas d'avocat. Nous le convainquons de signer, en lui disant que c'est une histoire d'impôt. Il signe tout ce que tu lui demandes. Je ne sais pas, Sophie. J'ai mauvaise conscience. Mauvaise conscience? Et le poids de tout perdre, d'avoir une mauvaise réputation, de revenir à un appartement loué, parce que c'est ce qui va se passer si nous ne résolvons pas ça. Tu choisis ton père ou notre avenir? Encore un silence. Et puis j'ai entendu la voix de mon fils, basse, vaincue, mais claire. D'accord, demain je lui parlerai. Mon monde s'est écroulé à nouveau, mais cette fois pas de surprise, de confirmation. Je suis retourné dans ma chambre en silence. J'ai fermé la porte à clé, je me suis assis sur le lit et j'ai écouté cet enregistrement 3 fois, juste pour être sûr que ce n'était pas un cauchemar. 87 000 € de dette, 1 230 € de voiture, emprunt de 420 000 €, en utilisant ma maison comme garantie. Et mon fils unique, que j'avais élevé seul, à qui j'avais payé les études, donné un toit et de la nourriture, avait choisi et ne m'avait pas choisi. J'ai pris mon téléphone, envoyé l'audio à Maître Dupont par WhatsApp avec un message bref. « Maître, j'ai les preuves dont nous avions besoin. J'ai besoin que vous accélériez tout. Je n'ai plus de temps à perdre. » Il a répondu en 2 minutes, « Reçu, demain à 8 h au cabinet, nous allons riposter. » Je me suis allongé sur ce lit, regardant le plafond. Dehors, j'entendais Sophie et Antoine revenant à la routine, comme s'ils n'avaient rien dit. Télévision allumée, rire, normalité, mais rien ne serait plus normal, parce que la guerre avait changé de niveau et maintenant, j'avais des munitions. Je me suis réveillé mardi avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude, impulsive, aveugle. Ce que je ressentais était froid, calculé, précis, c'était de la justice. J'ai mis mes meilleurs vêtements, le pantalon gris habillé, la chemise blanche à boutons, la veste noire que je porte pour les occasions importantes. J'ai mis de l'eau de Cologne, coiffé mes cheveux, mis des chaussures fermées, me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme différent de celui qui avait été humilié samedi. Je suis descendu à 7 h du matin. Antoine était déjà parti au travail, lâche, fuyant avant la conversation que Sophie lui avait ordonné d'avoir avec moi. Elle dormait encore, bien sûr. J'ai laissé un mot sur le réfrigérateur. Sorti pour régler quelques affaires. Je reviens cet après-midi. J'ai pris le bus pour le centre-ville. Je suis arrivé au cabinet de Maître Dupont 5 minutes avant 8 h. Il était déjà là, avec du café préparé et un dossier épais sur la table. « Monsieur Lambert !» Il a serré ma main fermement. J'ai écouté l'enregistrement 5 fois, et nous les tenons. Il a ouvert le dossier. Mais j'ai besoin que vous compreniez. Ce que nous allons faire maintenant est sans retour possible. Une fois commencé, ce sera douloureux. Pour eux et pour vous. Maître, ça fait déjà mal. Ça fait déjà trop mal. Maintenant, c'est le moment d'arrêter de sentir et de commencer à agir. Il a souri. Un sourire triste, mais fier. Alors passons au plan. Nous avons passé 2 heures dans ce bureau. Maître Dupont avait tout cartographié avec la précision d'un ingénieur, et le meilleur, il avait découvert des choses que même moi je ne savais pas.
Première information, la maison a été achetée exclusivement avec votre argent. 380 000 lots prouvés. Antoine est entré dans l'acte de propriété comme une donation de votre part, sans contrepartie financière. Cela signifie que légalement, vous pouvez révoquer cette donation. Je peux, vous pouvez. Il existe 3 motifs légaux pour révoquer une donation. L'ingratitude grave du donataire, le besoin du donateur ou le non-respect d'une charge. Dans votre cas, nous avons l'ingratitude grave prouvée. Il a tapé sur la table où se trouvait l'enregistrement. Tentative d'appropriation indue, humiliation publique, abandon affectif. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Abandon affectif. C'était ça. Mon fils m'avait abandonné sans quitter la maison. Deuxième information. J'ai fait une recherche sur leurs dettes. 87 000 € en carte de crédit. Ce n'est pas une plaisanterie. La voiture, un SUV importé financé sur 84 mois. Ils paient 1 230 € par mois et ont déjà 3 paiements de retard. La banque va saisir le véhicule dans 60 jours s'ils ne régularisent pas. Ils n'ont pas d'argent pour payer, monsieur Lambert. Ils n'ont même pas d'argent pour manger. Savez-vous qui paie la facture d'alimentation? Vous. Savez-vous qui paie l'électricité, l'eau, le gaz, Internet, la femme de ménage? Vous. Ils vivent d'apparence. Instagram plein de photos dans des restaurants chics, vêtements de marque, voyages en resort, mais c'est tout carte de crédit. C'est un château de cartes sur le point de s'effondrer. J'ai pensé à toutes ces fois où Sophie est rentrée à la maison avec des sacs de shopping. Toutes ces fois où j'ai demandé de l'aide pour les factures et il disait « ce mois-ci est serré ». Toutes ces fois où moi, avec ma pension de retraite de 1 800 €, je soutenais la maison seule pendant qu'il paradait. Et il y a plus. Maître Dupont a tiré un autre document. La tentative de transfert de la maison qu'ils ont faite était pour obtenir un prêt hypothécaire de 420 000 €. J'ai obtenu une copie de la proposition qu'ils ont faite à la banque. Regardez le taux d'intérêt, 3,9% par mois. J'ai fait le calcul mentalement. Ça fait plus de 50% par an. Exactement. En 2 ans, la dette doublerait et comme garantie votre maison. S'ils ne payaient pas, la banque prenait le bien. Et devinez qui se retrouverait à la rue? Moi, le propriétaire légitime, pendant qu'il fuirait ailleurs, me laissant sans rien. J'ai senti quelque chose se glacer dans ma poitrine. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de l'indignation pure. Que dois-je faire, maître? Il a ouvert un mince sourire. Nous allons agir sur 3 fronts. Premier, procédure de révocation de la donation. Je retire le nom d'Antoine de l'acte de propriété et la maison redevient 100% vôtre. Deuxième, action en dommages et intérêts pour préjudice moral. Tentative d'appropriation indue, humiliation, abandon affectif. Troisième, remboursement de valeur. Remboursement. Vous avez payé 95 000 € pour ses études, 12 000 € pour la robe de mariée de Sophie, 28 000 € pour la réception de mariage, 35 000 € d'acompte sur la voiture qui est au nom des deux, sans compter les rénovations de la maison, les meubles, les électroménagers. Au total, 213 000 € en donations qui peuvent être juridiquement contestées, puisqu'il y a eu ingratitude postérieure. 213 000 € représentaient presque tout ce que j'avais économisé et investi tout au long de ma vie. Combien de temps tout cela prendra-t-il? Si nous agissons rapidement, 3 mois pour que la procédure de révocation soit finalisée. L'indemnisation pour préjudice moral prend plus de temps, environ 8 mois. Mais l'important est de commencer maintenant. Et il y a quelque chose que nous pouvons faire immédiatement. Quoi? Une mesure conservatoire. Nous demandons aux juges de bloquer toute transaction liée à la maison. Ils ne pourront pas vendre, louer, utiliser comme garantie. Rien. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez demander la libération des lieux. Mon cœur s'est accéléré. La libération? C'est votre maison, monsieur Lambert. Légalement, vous pouvez leur demander de partir. Donnez-leur un délai de 30 jours. Et s'ils ne partent pas volontairement, la justice les fait partir.
Imaginer mon fils être expulsé de la maison que j'avais construite était douloureux, mais imaginer être volé et jeté à la rue était pire. Combien va coûter tout cela? Environ 25 000 € d'honoraires et frais de justice. Nous pouvons échelonner si nécessaire. 25 000 €. C'était presque tout ce que j'avais mis de côté pour les urgences. Mais quelle urgence plus grande que celle-ci? Allons-y. Maître Dupont a tendu la main. Je l'ai serré fermement. Vous êtes courageux, monsieur Lambert. Non, maître. Je suis fatigué d'être piétiné. Je suis sorti de ce cabinet, avec une chemise pleine de documents à signer, un plan tracé et une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas du soulagement, c'était du pouvoir. Le pouvoir de celui qui prend enfin les rênes de sa propre vie. Je suis retourné à la maison à midi. Sophie était dans le salon sur son téléphone, riant de quelques vidéos. Quand elle m'a vu, elle a feint le sérieux. « Salut, beau papa. Vous êtes allé chez le médecin ? Je suis allé régler quelques affaires. Je n'ai pas menti, je n'ai pas donné de détails. » « Ah, d'accord. Antoine a dit qu'il doit vous parler ce soir. C'est à propos de papiers pour la maison. » Mon estomac s'est retourné. « Des papiers ? C'est une histoire d'impôts. Ces bureaucraties ennuyeuses. » Elle a souri, ce sourire faux répété. « D'accord, on parlera. » Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Maître Dupont. Ils vont essayer de me faire signer ce soir. Que dois-je faire? Il a répondu en quelques secondes. Ne signez rien. Dites que vous devez lire tranquillement. Demandez à emporter les documents pour que votre avocat les examine. Enregistrez tout. J'ai passé tout l'après-midi à répéter. Que dire? Comment réagir? Où placer le téléphone pour enregistrer? Je devais être préparé, parce qu'à partir de cette nuit, tout changerait. À 19 h, Antoine est arrivé. J'ai entendu sa voix saluant Sophie, son baiser sur sa joue, le murmure de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Bientôt, on a frappé à ma porte. « Papa, on peut parler ?» J'ai respiré profondément. J'ai mis le téléphone dans la poche de mon pantalon, déjà en train d'enregistrer. J'ai ouvert la porte. Antoine était sérieux, la cravate desserrée, les yeux évitant les miens. Sophie était derrière, appuyée contre le chambranle, avec ce sourire de celle qui a déjà gagné. « Bien sûr, fils. Entre !» Nous sommes entrés dans ma chambre, tous les trois. Antoine s'est assis au bord du lit. Sophie est restée debout, croisant les bras. Je me suis adossé à la commode face à eux. « Papa, on doit régler quelques petites choses à propos de la maison. » « Quelle chose ?» Il a tiré une enveloppe de sa poche, des papiers pliés. « C'est pour faciliter la succession, tu sais. Quand tu ne seras plus là, si la maison est seulement à mon nom, ce sera plus facile de régler les formalités. » Succession, comme si j'étais déjà mort. J'ai pris les papiers, lu lentement chaque ligne, chaque paragraphe. C'était exactement ce que Maître Dupont avait prévu. Transfert total de la propriété, mon nom sortant, les leurs entrant. Et où vais-je habiter quand j'aurai signé cela? Antoine a cligné des yeux surpris. Comment ça? Tu continues à habiter ici? Pour combien de temps? Mais pour toujours, papa. Aussi longtemps que tu voudras. Et si vous décidez de vendre? Sophie est intervenue. On ne va pas vendre, beau papa. Allons donc. J'ai replié les papiers, les ai remis dans l'enveloppe et les lui ai rendus. Je ne vais pas signer. Le visage d'Antoine a changé. Papa, je ne signerai rien sans que mon avocat le lise d'abord. Sophie a fait un pas en avant. Avocat? Quel avocat? J'ai regardé dans ses yeux. J'ai pris mon temps. J'ai laissé le silence peser et j'ai dit avec tout le calme du monde, « Celui qui s'occupera de la procédure de révocation de la donation que j'ai faite à Antoine. » Son expression s'est figée. Antoine s'est levé. « Procédure? Quelle procédure? Vous le découvrirez bientôt. » Et j'ai ouvert la porte de ma chambre, une invitation pour qu'il sorte. Sophie est passée devant moi, les yeux étincelants de rage. Antoine a hésité, la bouche ouverte, sans mots. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?»
J'ai tenu la poignée de la porte, et finalement, après des années à avaler des couleuvres, j'ai dit ce qui devait être dit. Je me défends, fils. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et j'ai fermé la porte. De l'autre côté, j'ai entendu l'explosion. Je le savais que le vieux allait créer des problèmes. Mais ça n'avait plus d'importance, parce que le jeu avait changé. Et cette fois, j'avais les cartes gagnantes. Les 15 jours suivants ont été les plus tendus de ma vie. Antoine et Sophie me parlaient à peine. Quand nous nous croisions dans les couloirs, ils détournaient le regard. Les repas se déroulaient dans un silence sépulcral où, la plupart du temps, ils mangeaient dans leur chambre. Mais je n'étais pas inactif. Pendant qu'ils m'ignoraient, je construisais mon dossier, brique par brique. Maître Dupont a travaillé rapidement. Nous avons déposé l'action en révocation de donation un jeudi. Le lundi suivant, le juge avait déjà accordé la mesure conservatoire. La maison était bloquée pour toute transaction. La bombe a explosé un mercredi. Antoine est rentré à la maison à 18h avec une lettre de la banque à la main. Son visage était blanc, ses lèvres tremblaient. Sophie a lu par-dessus son épaule et a poussé un cri. Blocage judiciaire. Comment ça, blocage judiciaire? J'ai tout entendu depuis ma chambre. Je suis descendu lentement, tenant la rampe, avec le téléphone dans la poche déjà en train d'enregistrer. Ils étaient dans le salon, la lettre ouverte sur la table basse. Quand ils m'ont vu, Antoine s'est levé d'un bond. « Papa, qu'as-tu fait? » « J'ai fait ce que je devais faire. Tu as bloqué la maison, la banque a refusé notre prêt. » « On est fiché, papa, on va tout perdre. » Sophie a pointé son doigt vers moi, la voix criarde. « C'est de votre faute, espèce d'égoïste. On voulait juste arranger les choses et vous... » « Arranger ?» Ma voix est sortie plus forte que prévu. « Vous vouliez me voler. » « Voler ? Quelle absurdité. On aurait continué à habiter ici. C'était juste pour faciliter. Faciliter un prêt de 420 000 € en utilisant ma maison comme garantie. J'ai lâché l'information comme une bombe. Vous pensez que je suis idiot? Le silence qui est tombé était lourd, étouffant. Antoine a regardé Sophie. Sophie a regardé le sol. « Comment sais-tu ça ?» Sa voix est sortie basse, dangereuse. « Parce que j'ai découvert les dettes de 87 000 €. J'ai découvert la voiture que vous ne pouvez pas payer. J'ai découvert la tentative d'enlever mon nom de l'acte de propriété il y a 2 mois. À chaque phrase, je faisais un pas en avant. Et j'ai découvert que vous avez planifié tout cela dans mon dos, dans cette maison que j'ai payée pendant que vous me traitiez comme un déchet. » Sophie a retrouvé sa voix, maintenant colérique. « Vous ne comprenez rien. On a des factures, des engagements, une vie. Vous croyez que c'est facile de maintenir cette maison ? Je maintiens cette maison. Je paie l'électricité, l'eau, Internet, la femme de ménage. Vous ne payez rien. Parce que vous ne nous laissez jamais oublier que tout ici est à vous. » Elle a crié, le visage rouge. « Tout est à vous, n'est-ce pas? La maison est à vous. La nourriture est à vous. L'air que nous respirons est à vous. C'est à moi parce que j'ai payé avec ma sueur, avec mon sacrifice. » Antoine est intervenu, la voix essayant d'être conciliante. « Papa, parlons calmement. On peut résoudre ça en famille. » « Famille ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Une famille n'essaie pas de voler. Une famille n'expulse pas son propre père de la table à dîner. Une famille n'appelle pas d'avocat pour se défendre, Antoine. Mais c'est ce que j'ai dû faire. » Il a dégluti. « Tu as engagé un avocat ? » J'ai engagé un avocat et il m'a conseillé de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai pris dans mon sac une enveloppe marron, l'ai posée sur la table à côté de la lettre de la banque. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie a demandé, la voix tremblante. « Mise en demeure. Vous avez 30 jours pour quitter cette maison. » Le monde s'est arrêté. Antoine a pris l'enveloppe de main tremblante. Il a ouvert, lu, relu. « Tu nous expulses. Je demande que vous partiez parce que cette maison est à moi. Elle est à mon nom et j'ai le droit de décider qui y habite. Je suis ton fils, » il a crié, et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Comment peux-tu me faire ça? Comment as-tu pu essayer de me voler ?» Ma voix s'est brisée, mais je n'ai pas arrêté.
Comment as-tu pu laisser cette femme m'humilier dans ma propre maison? Comment as-tu pu me crier dessus devant 30 personnes? Comment, Antoine? Il n'avait pas de réponse. Il me regardait simplement, l'enveloppe à la main, comme s'il voyait un étranger. Sophie a paniqué. « On n'a nulle part où aller. Vous voulez nous voir à la rue? Vous avez 2 salaires, vous avez une voiture importée, trouvez un appartement à louer, vivez selon vos moyens, comme les gens normaux le font. Vous êtes fou, complètement fou. » Elle a pris son sac, les clés de la voiture. « Antoine, je ne vais pas rester ici à écouter ça. » Et elle est sortie, claquant la porte si fort que le cadre au mur a tremblé. Je suis resté seul avec mon fils. Il s'est assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Papa ?» Sa voix est sortie brisée. « On peut parler juste tous les deux ?» Je me suis assis dans le fauteuil en face. J'ai laissé le silence peser. « Je sais que j'ai eu tort. » Il m'a regardé, les yeux rouges. « Je sais que Sophie est allée trop loin. Je sais que je suis allé trop loin. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me jeter comme ça. » « Antoine, tu m'as jeté en premier quand tu as mis son nom dans la tentative de transfert, quand tu m'as crié dessus à la fête, quand tu as cessé de me voir comme un père et as commencé à me voir comme un obstacle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, papa. L'amour n'est pas juste un mot, fils. L'amour est une attitude, et tes attitudes m'ont blessé plus que n'importe quel coup de poing aurait pu le faire. » Il est resté silencieux, absorbant. « Si je quitte Sophie, si je la fais partir, tu abandonnes tout ça ?» Je l'ai regardé. Mon fils unique, le garçon que j'avais porté, veillé, élevé. Et j'ai vu en lui non pas le garçon qu'il était, mais l'homme qu'il avait choisi d'être. « Antoine, ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de toi, de tes choix, du fait que tu aies essayé de me retirer de l'acte de propriété, sachant que j'allais me retrouver sans rien, du fait que tu m'aies humilié. On ne peut pas réparer ça en rompant une relation. C'est qui tu es maintenant. » Il a respiré profondément. Quand il a reparlé, sa voix était différente, plus froide. « Alors, tu as choisi la maison ? » ?»« Non, j'ai choisi ma dignité. » »« C'est toi qui as choisi la maison quand tu as essayé de me la prendre. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et avant de monter à ma chambre, je me suis retourné une dernière fois. 30 jours, Antoine, c'est ce que la loi m'oblige à te donner. Après ça, si vous ne partez pas volontairement, l'huissier de justice vous fera partir et ce sera bien pire. » J'ai monté ces 15 marches pour la dernière fois, sentant le poids du monde sur mes épaules. Mais quand j'ai fermé la porte de ma chambre, quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai vu un homme fort, un homme qui s'est battu, un homme qui n'a pas abandonné. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti fier de qui j'étais. En bas, j'entendais Antoine pleurer. Une partie de moi voulait descendre, l'étreindre, pardonner, parce qu'un père reste un père, et cette douleur ne disparaît jamais complètement. Mais la partie la plus forte, la partie qui m'a maintenu vivant, travaillant, luttant pendant 67 ans, a dit « Assez, tu as déjà trop donné. » Et pour la première fois de ma vie, j'ai écouté. Les 30 jours ont traîné comme 30 ans. Antoine et Sophie se déplacèrent dans la maison comme des fantômes furieux. Elle ne m'adressait pas la parole. Lui essayait parfois une conversation par-ci, un regard par-là, mais je gardais mes distances. Je le devais, parce que n'importe quelle faiblesse maintenant serait utilisée contre moi. Le 10e jour, ils ont engagé un avocat. J'ai reçu une notification contestant la libération des lieux, affirmant qu'Antoine était copropriétaire. Maître Dupont a répondu avec l'action en révocation de donation et toutes les preuves. 2 jours plus tard, leur avocat a abandonné l'affaire. Le 20e jour, Sophie a essayé de me faire chanter émotionnellement. Elle a frappé à ma porte au milieu de la nuit, pleurant, disant qu'elle était enceinte. Quand j'ai demandé un test pour le prouver, elle a explosé, me traitant d'inhumain, et a disparu dans sa chambre. Le 25e jour, ils ont commencé à emballer leurs affaires. Des cartons s'accumulaient dans le couloir. Je les entendais se disputer sur ce qu'il fallait emporter, ce qu'il fallait laisser, où ils iraient. C'est alors que j'ai reçu un appel téléphonique qui changerait tout.
Monsieur Lambert, c'est Maître Dupont. J'ai besoin que vous veniez au cabinet aujourd'hui. Urgent. Il s'est passé quelque chose. J'ai découvert une chose que vous devez voir personnellement. Je suis arrivé au cabinet 1 heure plus tard. Il avait une expression grave, un dossier ouvert sur la table et une tablette à la main. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assis, le cœur battant. « Monsieur Lambert, j'ai continué à enquêter sur les finances d'Antoine et de Sophie et j'ai découvert quelque chose de délicat. » « Quoi ?» Il a tourné la tablette vers moi. C'était une photo. Sophie, dans un restaurant chic, enlacée avec un homme. Ce n'était pas mon fils. Qui est-ce? Laurent Morel, entrepreneur, propriétaire de 3 magasins de matériaux de construction, marié, 2 enfants. Maître Dupont a fait défiler l'écran, montrant plus de photos. Sophie et l'homme entrant dans un hôtel. Sophie dans une voiture luxueuse qui n'était pas la leur. Ils se rencontrent depuis au moins 8 mois. J'ai senti mon estomac se nouer. Mon fils le sait? J'en doute. Elle est prudente, mais il y a plus. Il a tiré un autre document. Vous vous souvenez de cette tentative de transfert de la maison? J'ai découvert que celui qui l'a suggéré était Laurent. Il a de l'expérience pour obtenir des prêts en utilisant des biens immobiliers comme garantie. Il l'a déjà fait 3 fois avec d'autres propriétés. Il l'utilisait pour obtenir de l'argent, ou elle l'utilisait, ou les deux utilisaient Antoine. De toute façon, ce plan n'avait pas commencé avec mon fils. Il a été manipulé du début à la fin. J'ai regardé les photos à nouveau. Sophie souriant, heureuse, enlacée avec un autre homme, pendant que mon fils travaillait pour soutenir ses mensonges. Antoine doit savoir cela. Vous êtes sûr? Cela va le détruire? J'ai pensé à l'humiliation que j'avais subie, à son cri, à la tentative de vol. Il doit connaître la vérité, même si cela fait mal. Maître Dupont a tout imprimé, photos, relevés de cartes de crédit, montrant des dépenses dans des hôtels et restaurants aux heures où Antoine travaillait, messages qu'il avait obtenus via la procédure judiciaire. Nous avons monté un dossier complet. Quand allez-vous le montrer à votre fils? J'ai regardé le calendrier sur le mur. Aujourd'hui, il reste 5 jours avant la fin du délai. Il mérite de savoir avant de quitter ma maison. Je suis rentré chez moi à midi. Leur voiture était dans le garage. C'était samedi. Ils étaient tous les deux à la maison. Je suis monté directement dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai attendu. À 18 heures, j'ai entendu du mouvement dans la cuisine. Je suis descendu. Antoine était seul en train de préparer un sandwich. Quand il m'a vu, il s'est figé. « Salut, papa. »« Salut. Sophie est à la maison ?»« Elle est dans la chambre sur son téléphone. » Il a parlé avec une fatigue que je n'avais jamais vue chez lui. « J'ai besoin de te parler seul à seul. » Il a hésité. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de la vérité. » Nous sommes allés au salon. Je me suis assis sur le canapé, lui sur le fauteuil. J'ai posé le dossier sur la table basse. « Avant que tu ne quittes cette maison, avant que tout ne se termine, je dois te montrer quelque chose. Non pas parce que je veux te blesser, mais parce que tu mérites de savoir. » « Savoir quoi ?» J'ai ouvert le dossier, j'ai posé les photos sur la table, une par une. J'ai vu son visage passer de confus à choqué, de choqué à dévasté. C'est un mensonge. Photoshop, quelque chose. Non, il y a la date, l'heure, le lieu, tout est prouvé. J'ai sorti les relevés bancaires. Regarde ici. Restaurant La Belle Époque, 15 février, 16 heures. Elle a dit qu'elle allait chez le dentiste, tu te souviens? Il a pris le papier, les mains tremblantes. Hôtel Plaza, 8 mars, 14 heures. Elle a dit qu'elle déjeunait avec sa mère. Arrête. Sa voix est sortie rauque. Arrête, papa. J'ai compris. Compris quoi? Qu'elle t'a trahi? Qu'elle t'utilise, que le plan pour prendre ma maison n'était pas ton idée, mais la sienne et celle de cet homme. J'ai posé sur la table le dernier document. Ce Laurent a un casier. 3 procédures pour escroquerie utilisant des maisons familiales comme garantie. Il trouve des femmes mariées, les manipule, prend les biens et disparaît.
Antoine était blanc, en sueur, les mains serrant ses genoux. Depuis combien de temps? Au moins 8 mois. Il a fermé les yeux. Une larme a coulé. Je suis un idiot. Tu es un homme qui a été manipulé par elle et à cause d'elle, tu as failli perdre ton père. Il m'a regardé et pour la première fois depuis des mois, il m'a vraiment regardé. Pas comme un obstacle, pas comme un problème, mais comme un fils regarde son père. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Oui, tu as gâché. C'est réparable? J'ai respiré profondément. Je ne sais pas, Antoine. Ça a fait trop mal, mais au moins, maintenant tu connais la vérité. À ce moment, nous avons entendu des pas dans l'escalier. Sophie est descendue, encore en pyjama, bâillant. Quand elle a vu les papiers étalés sur la table, son visage a perdu toute couleur. Qu'est-ce que c'est? Antoine s'est levé lentement, a pris une des photos et la lui a montrée. Tu vas me dire ce que c'est? Elle a regardé, dégluti, essayé de sourire. Chérie, je peux expliquer. Explique. Il a crié d'une façon dont il n'avait jamais crié de sa vie. C'est un ami, juste un ami, on discutait affaires. Quelles affaires, Sophie? Quelles affaires une sans-emploi a avec un entrepreneur marié? Il a jeté le reste des photos dans sa direction. 8 mois. 8 mois que tu me trompais et je ne savais rien. Elle a reculé, essayant de ramasser les photos, de les cacher. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est... Alors explique-moi l'hôtel, explique-moi les restaurants, explique-moi pourquoi ce type paie tes factures pendant que je croule sous les dettes. Il ne paie rien, c'est un mensonge de ton père. Il a tout inventé pour nous séparer. Antoine a ri. Un rire amer, sans humour. Inventé? Il y a des photos, des dates, des relevés bancaires. Il a falsifié, il veut détruire notre couple. Je me suis levé du canapé. J'ai marché vers elle et j'ai dit avec tout le calme du monde, « Sophie, tu t'es déjà détruite toute seule. » J'ai simplement mis la vérité au jour. Elle m'a regardé avec une haine pure. Vous êtes un vieux amer qui ne supporte pas de voir son fils heureux. Heureux, Antoine a explosé à nouveau. Heureux sous les dettes. Heureux à être cocu. Heureux à presque perdre mon père à cause de toi. Ce n'est pas ma faute si ton père est un égoïste qui ne veut pas lâcher cette maison. Cette maison est à lui. Elle l'a toujours été, et tu le savais. Tu m'as manipulé pour essayer de voler. Sophie respirait rapidement, les yeux brillants de rage. Tu sais quoi? J'en ai assez. Assez de faire semblant de t'aimer. Assez de faire semblant que ce mariage vaut quelque chose. Assez de faire semblant que ta famille a une quelconque valeur. Le silence fut brutal. Antoine a fait un pas en arrière, comme s'il avait reçu un coup de poing. Sophie a continué, maintenant sans filtre, déchargeant des années de mensonges. Tu crois que je t'ai épousé par amour. Je t'ai épousé pour la maison, pour la stabilité. Je pensais qu'il serait facile de pousser le vieux dans un coin et de tout prendre, mais il est trop têtu. Sors de ma vue. La voix d'Antoine est sortie basse, dangereuse. Ou quoi? Tu vas faire quoi? Sors de ma vue, avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. Elle a pris son sac, ses clés. Je vais sortir, oui, mais je ne reviendrai pas. Tu peux garder ta maison, ton père, ta vie misérable. Je mérite mieux que ça. Et elle est sortie en claquant la porte si fort que la serrure a failli se briser. Le bruit de la voiture qui démarre, le moteur qui accélère, le portail qui s'ouvre et elle qui disparaît dans la rue. Antoine s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains, sanglotant, les larmes coulant entre ses doigts, le corps tremblant. Je suis resté là debout, regardant mon fils se briser. Une partie de moi voulait l'étreindre, une partie de moi voulait dire « je t'avais prévenu ». Mais j'ai fait quelque chose de mieux. Je me suis assis à côté de lui, je n'ai rien dit. J'ai simplement posé ma main sur son dos, faisant des mouvements circulaires comme je le faisais quand il était enfant et avait des cauchemars. « Je suis désolé, papa », a-t-il dit entre les sanglots. « Je suis tellement désolé. »« Je sais. J'ai failli te perdre. Presque. » Il a levé la tête, le visage mouillé, gonflé. « Comment puis-je réparer ça ?» J'ai respiré profondément. « Je ne sais pas si ça se répare, Antoine. Certaines choses se brisent d'une façon qu'aucune colle ne peut tenir, mais on peut essayer de reconstruire différemment à neuf.
Tu me pardonnes? Un jour, peut-être, si tu prouves que tu as appris. Il a acquiescé, et à ce moment-là, avec mon fils brisé à mes côtés et la maison finalement silencieuse, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas du bonheur, ce n'était pas une victoire, c'était de la justice. Justice pour l'humiliation, pour l'irrespect, pour la douleur. La vérité avait éclaté au grand jour et la vérité, même douloureuse, libère toujours. Je me réveille avec le soleil entrant par la fenêtre de ma chambre. Il est 7 heures du matin, un samedi de septembre. Et pour la première fois depuis des années, je me réveille sans ce poids sur la poitrine, sans peur, sans tension. La maison est silencieuse, mais c'est un silence différent. Ce n'est pas le silence pesant de ceux qui évitent les conversations, c'est le silence de la paix. Je me lève, mets mes pantoufles, vais à la cuisine. Je prépare le café dans la cafetière émaillée que ma mère m'a donnée il y a 40 ans, celle que Sophie voulait jeter parce qu'elle était trop ancienne. Maintenant, elle est de retour à sa place d'honneur sur la cuisinière. Je regarde autour de moi. La maison est différente. C'est toujours la même structure, les mêmes murs, mais elle semble autre, parce que maintenant, elle respire. Les rideaux en dentelle sont de retour dans le salon. L'horloge en bronze. J'en ai trouvé une identique dans une brocante à Montmartre. J'ai fait graver le même message au dos. Elle marque 8 heures maintenant, avec son tintement doux qui remplit la maison de souvenirs. Les tableaux sont revenus au mur, la photo de Marguerite avec un nouveau cadre, le paysage d'Honfleur, le terceau brodé par ma mère, et j'ai ajouté un 4e, une photo de moi et d'Antoine quand il avait 5 ans sur les genoux de Marguerite, tous les 3 souriant au jardin des Tuileries. Mon atelier a été reconstruit. L'établi est de retour, huilé, fonctionnant parfaitement. Les boîtes d'outils organisées par type sur les étagères que j'ai fait faire, et il y a des commandes. 3 tables de salon commandées pour ce mois, 2 restaurations de commodes, un buffet Louis XV. Je gagne entre 3 200 € et 4 500 € par mois. Ce n'est pas une fortune, mais c'est à moi. C'est le fruit de mon travail. Je termine mon café, prends la tasse en porcelaine peinte à la main, celle que Sophie a jetée et que j'ai rachetée dans une brocante pour le double du prix, mais qui valait chaque centime. Je m'assois sur la terrasse arrière, regardant le jardin. J'ai planté des roses, rouges, blanches, jaunes. Elles commencent à fleurir. J'ai aussi mis des pots de basilic, de romarin, de menthe. L'odeur parfume toute la zone quand le vent souffle. C'est à ce moment que j'entends le portail. Des pas familiers dans le couloir latéral. Il apparaît sur la terrasse avec 2 sacs de courses dans les mains. « Bonjour papa. »« Bonjour fils. » Antoine pose les sacs sur la table en plastique blanc. « J'ai apporté tout ce qui était sur la liste et j'ai acheté ce café que tu aimes, le plus cher, parce que tu le mérites. » Je souris. Un petit sourire, mais sincère. « Merci. » Il s'assoit sur la chaise à côté de moi. Nous restons silencieux pendant quelques minutes, juste à regarder le jardin, à écouter les oiseaux. C'est ainsi que nous avons reconstruit petit à petit, brique par brique, sans hâte. Laissez-moi revenir 6 mois en arrière pour vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Après que Sophie soit partie cette nuit-là, elle n'est jamais revenue. Le lendemain, elle a envoyé un camion de déménagement chercher ses affaires. Antoine est resté immobile dans le salon, regardant les meubles qu'elle avait choisis, ses vêtements, ses chaussures, tout étant emballé et emporté. Quand le camion est parti, il m'a regardé et a dit « Papa, je dois partir aussi, non pas parce que tu me chasses, mais parce que j'ai besoin d'apprendre à vivre seul, à grandir, à comprendre ce que j'ai fait. » Et il est parti. Il a loué un petit appartement à Neuilly-sur-Seine même, à 6 pâtés de maison d'ici. 40 mètres, une chambre, un salon et une cuisine. 800 € de loyer qu'il paie de sa poche. Les dettes, il les a toutes assumées. Les 87 000 € des cartes de crédit, il les a échelonnées et paie 600 € par mois pendant des années. La voiture, il l'a rendue à la banque. Maintenant, il prend le bus comme les gens normaux. Et vous savez ce qu'il m'a dit? « Papa, je suis libre, libre de faire semblant d'être ce que je ne suis pas. » Sophie a disparu. J'ai entendu dire par les voisins qu'elle était allée vivre avec ce fameux Laurent.
2 mois plus tard, il a quitté sa femme et l'a assumé publiquement. Mais son mariage s'est effondré. L'entreprise a fait faillite à cause des procès. Et j'ai entendu dire qu'elle travaille maintenant comme vendeuse dans une boutique de vêtements au centre commercial. Je ne ressens ni pitié ni colère, je ne ressens rien. Elle appartient au passé. La procédure de révocation de la donation a été conclue en 3 mois. La maison est revenue à 100% à mon nom. Antoine a signé tous les papiers sans poser de questions. C'est à toi, papa, ça l'a toujours été. L'action en dommages et intérêts pour préjudice moral a pris 5 mois. Le juge a reconnu la tentative d'appropriation indue, l'humiliation, l'abandon affectif. Il a condamné Antoine et Sophie à me payer solidairement 52 000 €. Sophie n'a jamais payé. Elle a fait appel après appel, mais elle va perdre. Son avocat a abandonné faute de paiement. Antoine, lui, est venu me voir 1 semaine après le jugement. « Papa, je n'ai pas 52 000 €, mais je vais payer 200 € par mois. Ça prendra 20 ans, mais je paierai chaque centime. » J'ai regardé mon fils, j'ai payé ses études, son mariage, l'acompte de sa voiture, j'ai tant payé et maintenant il m'offrait 200 € par mois pendant 20 ans pour payer une dette que même l'argent ne couvre pas. Antoine, garde ton argent, paie tes factures. Papa, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de me racheter. J'ai réfléchi et j'ai fait une proposition. Alors, ne me paie pas en argent, paie-moi en présence, viens ici tous les samedis. Apporte des courses, répare ce qui se casse dans la maison, tiens-moi compagnie, montre-moi que tu as appris. Il a accepté et il tient parole. Tous les samedis à 7h30, il est ici. Parfois il apporte des fleurs, parfois il apporte du pain frais de la boulangerie. Il apporte toujours une étreinte. De retour au présent, je regarde mon fils à côté de moi, buvant son café dans une tasse simple, habillé avec des vêtements décontractés, sans ostentation. Il a maigri, son visage est devenu plus mûr, mais ses yeux bruns qui brillaient quand il était enfant, reviennent peu à peu. « Comment va le travail ?» je demande. « Bien, j'ai obtenu une promotion. Je vais coordonner un chantier à Levallois. 800 € d'augmentation. C'est bien, fils. Papa, il hésite. Je peux te demander quelque chose ? Oui. Tu m'as pardonné ? Je le regarde. Vraiment. Je prends mon temps pour répondre parce que cette question mérite une réponse honnête. Pardonner, ce n'est pas oublier, Antoine. Je n'oublie pas le cri. Je n'oublie pas l'humiliation. Je n'oublie pas la tentative de vol. Mais je comprends que tu as été manipulé. Je comprends que tu as fait une erreur. Et je vois que tu essaies de réparer. Alors, il y a de l'espoir ? Il y a toujours de l'espoir. Mais la confiance, elle se construit lentement. Et tu es en train de la construire. Il a acquiescé, les yeux brillants. Je termine mon café. Je me lève. Viens, je veux te montrer quelque chose. Nous entrons dans la maison. Je vais jusqu'à l'atelier. Sur l'établi, il y a un bois de chêne étendu. Je fais une table pour un client, le mariage de sa fille. Antoine passe sa main sur le bois. C'est beau, papa. J'ai tout réappris. La vue n'est plus la même, mais j'ai acheté des lunettes spéciales. Les mains font mal, mais je fais des exercices. Et je suis heureux de faire ce que j'ai toujours aimé. Je suis fier de toi, tu sais ? Je le regarde, surpris. Tu l'es ? Je suis fier de ta force, de ton courage, de n'avoir pas renoncé à toi-même, même quand tout le monde te marchait dessus. Il déglutit. Je veux être comme ça, fort comme ça. Tu le seras. Tu as juste besoin de faire les bons choix la prochaine fois. Il sourit, un sourire triste mais plein d'espoir. Nous passons la journée ensemble. Il répare le robinet de l'arrière-cour qui goûtait. Il change 3 ampoules grillées. Il nettoie la gouttière bouchée. Travail de fils, travail qui aurait toujours dû être le sien. À l'heure du déjeuner, je prépare le coq au vin, la recette qu'il adorait enfant. Nous mangeons ensemble à la table de la cuisine, pas dans la salle à manger, pas à cette table aux souvenirs si douloureux. Ici, dans la cuisine, nous recommençons. À 15h, il dit au revoir. La semaine prochaine, je reviendrai. Je sais, il m'étreint, une étreinte serrée, longue.
Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fils. Et c'est vrai, parce que l'amour d'un père ne finit pas. Il fait mal, il déçoit, il se brise, mais il ne finit pas. Quand il part, je retourne sur la terrasse. Le soleil commence à baisser, peignant le ciel en orange et rose. Les roses du jardin se balancent avec la brise. Je prends mon téléphone, j'ouvre les photos. Il y en a une que j'ai prise la semaine dernière. Moi devant l'établi, souriant, tenant une commode en noyer que je venais de terminer, c'est le client qui a demandé de prendre la photo. « Monsieur Lambert, vous devez immortaliser ça !» Je regarde cet homme sur la photo, cheveux gris, rides autour des yeux, lunettes, mains calleuses, mais souriant, souriant vraiment, et je pense à tout ce que j'ai traversé, l'humiliation, la trahison, la douleur, mais aussi la victoire, d'avoir récupéré ma maison, ma dignité, ma vie. Je pense à Marguerite. Si elle était là, que dirait-elle? « Pierre, j'ai toujours su que tu étais fort, plus fort que tu ne le pensais. » Je ferme les yeux, je sens le vent sur mon visage et je murmure « Marguerite, j'ai réussi. Je suis tombé, mais je me suis relevé. J'ai été piétiné, mais j'ai riposté, et maintenant, enfin, je suis en paix. » Parfois, on me demande « Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça valait la peine de se disputer avec votre fils? Est-ce que ça valait la peine de toute cette souffrance? » Et je réponds « Oui, parce que j'ai appris quelque chose de fondamental en 67 ans de vie. L'amour n'est pas accepter tout. L'amour n'est pas s'annuler. L'amour n'est pas permettre qu'on vous piétine juste parce que c'est la famille. L'amour véritable exige du respect, exige des limites, exige que vous vous valorisiez assez pour ne pas accepter des miettes. J'ai passé des décennies à confondre soumission et amour, sacrifice et dévotion, pensant qu'être père c'était avaler n'importe quelle douleur, n'importe quelle humiliation, n'importe quel manque de respect. Mais cette nuit-là, quand je me suis levé de cette table, la table que j'avais préparée, dans la maison que j'avais payée, à l'anniversaire du fils que j'avais élevé, quelque chose en moi s'est réveillé. Et j'ai compris, il n'est jamais trop tard pour récupérer sa dignité. Il n'est jamais trop tard pour dire stop, il n'est jamais trop tard pour se choisir. Aujourd'hui, à 68 ans, je vis seul, je cuisine seulement pour moi. Je regarde les émissions que je veux, je décore la maison comme je l'aime, je travaille le bois tard le soir quand l'inspiration vient et je suis heureux. Heureux d'une façon que je n'étais pas quand je partageais la maison avec des gens qui ne me respectaient pas. Heureux d'une façon qui ne vient que lorsque vous faites enfin la paix avec vous-même. Antoine, il apprend lentement, trébuche parfois, mais il apprend. Et qui sait, un jour, nous pourrons reconstruire ce qui a été brisé, pas à l'identique, mais nouveau, plus fort, plus vrai. Et si nous n'y arrivons pas, je vais bien aller. Parce que maintenant je sais que mon bonheur ne dépend de personne d'autre que moi-même. Le soleil se couche complètement. J'allume la lumière de la terrasse. Je prends mon cahier de notes. J'ai commencé à écrire, à enregistrer des histoires, des souvenirs. Qui sait, un jour je publierai. Qui sait, cela aidera quelqu'un qui traverse ce que j'ai traversé. J'écris la dernière ligne du jour. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Je me suis choisi moi-même et c'était la meilleure décision de ma vie. Je ferme le cahier, je souris et je remercie. Je remercie pour la force, pour le courage, d'avoir survécu, d'être ici vivant, entier, libre. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou connaissez quelqu'un qui le vit, laissez votre commentaire ci-dessous, en indiquant d'où vous nous regardez. Votre histoire compte, votre douleur compte, et surtout votre courage compte, car jamais, jamais, il n'est trop tard pour se choisir. Abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, activez la cloche et partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, qu'il est possible de se relever, qu'il est possible de récupérer sa dignité. À la prochaine histoire, et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.
Nothing special in this one. Nothing in the other one really either. Oh. Oh Jesus! One of them hung themselves. All right. Yikes. Oh my God! What? Oh right. Is that a what? Oh my fucking God! Yikes. Shit, that's brutal. Ah damn. Can't open that. Did it last good few minutes? It was shooting up. Fuck. I'm just going for all the rooms at the moment. I want to explore everything. This one, look. This one's like, you seen that it was stuck? Hmm? Yeah, it's stuck. Can I get in? Might be able to get in for this side. Oh my God, there's another person in this bathroom. What? Shooting up as well? Yeah, fuck it, huh? Oh, collectible in this room. Fucking brutal. There's a hole in this elevator that we can go up as well. Yeah, they're going out on their own terms. But still, fucking crazy. Where's the elevator? This way. Oh, nice. He got first, babe. Oh, well. I don't think I had it. Ah, I get it. Deceitful 9, of course. 107 is the last room. Deceitful 9, of course. There's a zombie in the other one, I can see it. I had a feeling it would be 209. It's like, there's no way. What? Holy shit, what the fuck? A big box. Yeah. Get this to the hotel room. This was Rice's room. Hmm. He must have set up shop here when the epidemic first began. Did you go back down? You know what's crazy? I don't remember doing any of this. Yep. Like, I did this twice and I didn't remember. What the fuck? I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. If they don't add this grapple to Dying Light 2, I'm going to riot. There's an ambulance here. I'm just opening it. Get him that kid. Yeah, I did get a gun. Oh, Rise's gun! Holy shit, it does some damage. What the fuck? Oh shit, sure. Jesus. Kind of brutal. I mean, that would be fun, and we know they don't want you to have fun. Yeah. True.